bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être joints à nous pour notre rencontre sur la justice alimentaire. Alors, je vais d'abord rapidement parler de ce qu'on entend par la justice alimentaire, puis je vous présenterai le déroulement de notre soirée. Alors, la transition alimentaire, qu'il s'agisse de la production agricole, aussi bien de la transformation des produits que de leur transport et de la répartition jusqu'à l'assiette du consommateur, est une étape absolument indispensable d'un changement de système qui est le seul moyen de ralentir le réchauffement climatique. Nous sommes dans un système alimentaire mondial qui ne garantit ni la sécurité alimentaire, ni la souveraineté, ni la démocratie alimentaire. En France, il y a un tiers des paysans qui vivent sous le seuil de pauvreté, 22% de la population est en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire a dû au moins une fois dans le mois se restreindre en ce qui concerne soit la quantité, soit la qualité d'alimentation. Et 5 millions de personnes vivent de l'aide d'urgence alimentaire. Donc toutes ces personnes sont dépossédées d'un vrai choix dans leur alimentation et sont soumises à une alimentation industrielle, ce qui impacte souvent leur santé, comme c'est bien documenté. Alors c'est vrai qu'il nous semble important que ces questions soient intégrées dans tous les niveaux d'intervention des pouvoirs publics. L'État ne doit pas être que social mais environnemental. La protection sociale ne doit pas protéger que contre les risques sociaux mais aussi contre les risques environnementaux. Et la justice sociale doit être aussi une justice alimentaire. Alors ce qu'on entend par justice alimentaire, c'est de garantir à tous le libre choix éclairé de son alimentation. C'est un accès permanent à une alimentation saine, variée et durable et qui lui permette donc de satisfaire ses besoins physiques, psychologiques et sociaux. Dans notre démarche, on souhaite les deux écueils qu'on pense, qu'on espère éviter, c'est celui de dicter aux autres catégories ce qu'ils doivent manger. Ce qu'on veut plutôt, c'est contribuer à établir un cadre dans lequel chacun pourra collectivement reprendre le contrôle sur son alimentation. Le deuxième écueil, c'est de se substituer au pouvoir public. En effet, sans l'intervention et le soutien des pouvoirs locaux et territoriaux, il semble difficile d'établir des vraies structures agroalimentaires de proximité. Vu la multitude des innovations, en tout cas des initiatives prises dans ce domaine sur Montreuil, que ce soit les cantines, que ce soit les paniers, les cuisines collectives, les réseaux AMAP, il nous semblait possible d'initier un collectif d'associations et d'individus, de personnes qui se soucient de la justice alimentaire. Et ce sera un collectif qui pourrait être une force de pression auprès des pouvoirs publics pour qu'ils mènent de vraies politiques publiques, territoriales de l'alimentation, d'être force de proposition et d'expertise, et d'être aussi un creuset d'initiatives pour être au plus près des besoins des Montreuillois, et évidemment ceci dans la diversité de nos différents types de mobilisation. Donc la soirée doit se dérouler en deux parties, une partie d'intervention. Donc, je vais présenter nos trois intervenants. Donc, à ma gauche, Mathieu Cologan, Montreuillois, qui est peintre et membre des Cantines Nouvelles, donc qui œuvre pour la mise en place de cantines bio à Montreuil. Donc, il nous expliquera leur démarche et l'avancée de leur action. Et puis, Lola Guillot, qui est d'Ingénieurs sans frontières à Grista, qui est à l'origine de cette initiative innovante d'une sécurité sociale alimentaire, avec qui termine une thèse sur les politiques publiques d'alimentation, et Pierre Pavin, des fondateurs de la Conquête du pain, qui nous exposera sa démarche en ce qui concerne donc le lancement de cette coopérative alimentaire. Et dans un deuxième temps, l'idée de faire un travail de ruche, dont une synthèse sera faite autour de 40 minutes. Voilà, donc là je donne la parole juste avant nos interventions, à une présentation de la caravane, et puis je laisserai la parole à nos intervenants. Bonjour et merci de m'accueillir pour que je puisse vous présenter un projet qui croise les préoccupations de cette rencontre.
Donc notre projet, je suis Colette Benoît, ça fait 1 an et demi que je participe à la mise en place, à l'initiative qui est de mettre en place un supermarché coopératif et participatif à Montreuil. Donc l'objectif c'est d'être une alternative à la distribution, à la grande distribution. Tout ça en proposant dans ce supermarché, en proposant une gamme très large de produits, des produits variés et diversifiés. Ça sera une coopérative, comme je disais. Cette coopérative, ça veut dire que c'est une activité qui a un but non lucratif. Donc il n'y aura pas de dividendes à reverser. Ça repartira dans le projet pour les investissements. Ça fonctionnera aussi dans la transparence totale sur les marges qui seront prises sur les produits. En général, dans ce principe-là, c'est 20% de marge qui est prise, qui permet d'avoir des prix relativement bas des produits. C'est aussi, ça sera un lieu d'échange. C'est déjà, dans la construction de ce projet, c'est déjà un lieu d'échange, de partage et de débat sur la question de l'alimentation. La question des inégalités au niveau alimentaire, on essaye de lutter contre ces inégalités-là en permettant à chacun et chacune d'améliorer son alimentation, quels que soient ses moyens et ses convictions, sachant que c'est vrai que en vous écoutant, c'est sûr que c'est pour favoriser au maximum les personnes, mais c'est vrai qu'en même temps, ça ne sera pas des produits qui seront gratuits, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas pour ça serait important que ça soit pour tous, mais ça sera au maximum de personnes. C'est aussi de rémunérer, comme vous le disiez aussi, les producteurs et les productrices, puisqu'actuellement, les achats des produits, il faut au moins que les producteurs puissent vivre, donc on a bien cette préoccupation-là, et de participer aussi à la mise en place de filières durables et transparentes, locales si possible. Donc je pense que c'est aussi des objectifs communs qu'on a. Donc comment on va arriver à mettre en place ce projet? C'est une coopérative autogérée. On est tous propriétaires, toutes et tous propriétaires. Pour avoir une indépendance financière et au niveau des décisions, on verse une participation de 100 € pour les personnes pour qui c'est plus difficile, 10 €, ils peuvent verser que 10 €. Dans le fonctionnement coopératif, c'est une personne, une voix lors des assemblées. Il y a une gestion qui est déjà mise en place à notre niveau. Il y a une gestion par des comités auto-organisés dans lesquels tous les coopérateurs et coopératrices sont les bienvenus. Et donc, on parlait de coopératif, mais aussi participatif, c'est que tous les membres sont amenés à effectuer 3 heures par mois dans le supermarché. Et pour pouvoir faire ses courses dans le supermarché, il faut être membre. Rapidement, il y aura des salariés pour suivre dans la continuité les actions, mais sinon toute une partie de travail se fait donc avec les membres. Vous dire là où on en est, notre projet, il faut dire que c'est une association qui s'est créée il y a 2 ans. Au début, pour avancer sur le projet, ça a été de mettre en place un groupement d'achat. Donc pour nous apprendre à acheter, pour connaître les fournisseurs, en avril 2018, et du coup à peu près tous les mois il y avait 1 ou 2 distributions qui étaient effectuées. Là récemment on a un local qui est rue Gaston Landreau, et donc actuellement on est en train de préparer une épicerie participative et éphémère, puisque c'est que la 2e étape du projet, puisqu'après ça sera effectivement d'arriver dans 2 ou 3 ans à un supermarché coopératif et participatif sur Montreuil. Comment on y participe? Alors pour participer, il faut être membre, et donc participer, comme je disais tout à l'heure, avec dès l'association, on a gardé ce fonctionnement.
en participant financièrement, soit en donnant 100 € qui peuvent s'étaler sur une dizaine de mois, soit en donnant 15 € suivant les possibilités des personnes. Je laisserai des plaquettes à bonsoir à tous et toutes. Donc, je vais rapidement présenter d'où je parle, parce que souvent on se demande qu'est-ce que Ingénieurs sans frontières fait à parler de sécurité sociale de l'alimentation. Donc en fait, je fais partie du groupe Agrista, Agriculture et Souveraineté Alimentaire, qui est une association indépendante membre de la Fédération Ingénieurs sans frontières, qui effectivement est une association à la base de solidarité internationale, mais qui fait aussi beaucoup d'autres choses, et qui a notamment une posture très critique de le monde de l'ingénierie aujourd'hui tel qu'il est pratiqué dans la société. Pour faire très rapide, le groupe Agrista, on est membre de différents collectifs, donc des collectifs comme Pour une autre PAC, des plateformes pour le commerce équitable, on a travaillé sur le conseil agricole, enfin, ce genre de choses. Et donc concrètement, on est un petit groupe de personnes qui travaillons dans des secteurs proches des questions agricoles et alimentaires, enfin plus ou moins. On a des gens qui travaillent dans des réseaux de paysans, on a des gens comme moi qui sont en thèse, qui font de la recherche sur plusieurs sujets, on a des fonctionnaires d'État, on a plusieurs personnes qui s'installent en agriculture, on a des salariés d'associations écolo, on a des chômeurs, donc c'est un petit peu toutes ces personnes-là qui se retrouvent autour d'une table pour essayer de proposer quelque chose pour les politiques alimentaires, et notamment, j'en reparlerai, mais avec aussi d'autres rencontres qu'on a pu faire, d'autres collectifs. Alors, on m'a demandé de passer sur les constats, parce que ici, tout le monde les connaissait très bien, et puis que Sylvie les a rappelés un petit peu. Juste, notre point de départ, nous, c'est de dire, voilà, on est dans différents milieux, différents collectifs, on voit les initiatives qui se multiplient, enfin qui se sont multipliées et qui sont très nombreuses aujourd'hui sur l'alimentation, mais on en arrive à un constat de dualisation des modèles agricoles et alimentaires, où on a d'un côté les personnes qui ont les moyens, alors moyens au sens large, hein, pas que budgétaires, géographiques, de temps disponible ou ce genre de choses pour pouvoir avoir une alimentation de qualité, et de l'autre des personnes qui doivent se contenter de l'aide alimentaire, de la poubelle de l'agro-industrie. On a un ancien ministre qui disait d'ailleurs qu'il faudra bien garder une agriculture industrielle pour pouvoir nourrir les pauvres. Voilà, nous on aimerait bien penser d'autres politiques publiques. Et puis on arrive aussi à un moment où il n'y a pas qu'une dualisation des modèles agricoles et alimentaires, il y a aussi un épuisement de la part des gens qui portent ces initiatives. On sait aujourd'hui, de par nos métiers, qu'il y a des endroits où les AMAP, c'est plus rentable pour les agriculteurs parce qu'il y a une concurrence qui est trop forte sur certains territoires. On sait que ça peut être très chronophage en temps, enfin, il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Et pour nous, aujourd'hui, les politiques alimentaires et agricoles, elles sont sur un modèle libéral de coexistence des modèles, et de dire il faut un peu de tout, il faut que les gens coexistent, mais on sait que coexister, que ne rien faire, c'est toujours laisser la place à celui qui a le plus de pouvoir. Et donc aujourd'hui, les seules politiques, c'est favoriser des projets alimentaires territoriaux, par exemple sur les territoires, mais en incitant les gens à faire quelque chose, sans contraindre. Donc du coup, on a des inégalités sur les territoires. Il y a des territoires où il se passe des choses formidables, des territoires où il ne se passe rien du tout. Et on construit toujours à côté de l'agro-industrie et jamais contre. Et puis on fait aussi des grandes campagnes pour éduquer le consommateur et dire que c'est à lui de mieux choisir son alimentation, et on ne touche surtout pas à l'offre qui lui est proposée. Donc voilà, ça c'est un petit peu on aimerait bien que ça se termine et proposer quelque chose pour y mettre fin. Et du coup, c'est là que vient la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Donc l'idée, c'est de donner un accès à tous et toutes à une alimentation choisie. On insiste sur choisie et pas forcément de qualité, parce que la qualité, c'est quelque chose qui se définit différemment d'une personne à une autre, et que pour nous, ce qui est important, c'est que les gens puissent avoir un vrai choix, pas un choix qui est fait par des contraintes. Donc, pour expliquer le fonctionnement rapidement, on part de l'idée de la sécurité sociale santé, en tout cas comme elle a été pensée à la base en 1946, parce qu'elle a été détricotée un petit peu au fur et à mesure, mais l'idée c'est un accès universel pour tous les habitants et habitantes, donc ça a été un peu détricoté, mais voilà. Donc l'idée c'est de donner 150 € par personne par mois, par habitant, enfant compris,
Et cette somme, elle serait réservée à une dépense alimentaire pour des produits qui seraient conventionnés. Donc après, sur le format, on peut penser à 150 € sur la carte vitale, 150 € en forme de ticket restaurant, enfin il y a plein de choses à imaginer. 150 €, pour dire rapidement, c'est moins que le budget moyen des Français, mais c'est au-dessus, c'est 50 € de plus que le budget des ménages précaires. Donc du coup, ça nous paraissait un bon compromis, en tout cas pour commencer, et éventuellement penser à augmenter plus tard. Donc le conventionnement des produits il serait géré démocratiquement par des caisses locales. Ça pareil, initialement la Sécu c'était géré comme ça par des caisses, par les salariés directement. Bien sûr l'histoire de la sécurité sociale santé nous amène à nous poser la vigilance de comment on fait pour ne pas créer par un système comme ça des monstres comme celui de l'industrie pharmaceutique. Et du coup, on a un petit peu réfléchi à ces questions. Donc ça, c'est pour les grands principes. Je vais rentrer un poil dans les détails, juste pour vous donner un petit peu plus de matière. Sur le conventionnement, on imagine un conventionnement à la fois au niveau local et avec des représentants de chaque caisse qui iraient à un niveau national, parce qu'on estime qu'il y a des décisions qui n'ont pas de sens à être prises localement. Par exemple, si on autorise les pesticides dans un département et pas dans l'autre, il suffit qu'il y ait une rivière et puis l'un influe sur l'autre. Voilà, il y a des décisions qui doivent être prises à d'autres niveaux. Donc, comme l'a dit Sylvie, on n'est pas là pour imposer des choix alimentaires aux autres. Donc nous, on a une idée de ce qu'on défend comme agriculture. On est dans des collectifs qui défendent tel type d'agriculture. Je pense que ça, on se ment pas là-dessus, hein. Mais par contre, on ne peut pas parler de prôner une démocratie alimentaire et de dire ce qu'on veut que la démocratie dise. Donc on n'est pas là pour dire il faut conventionner que du bio, ça ce sera discuté démocratiquement, peut-être que nous on ira le défendre, mais même pas forcément encore, le label il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais on n'est pas là pour donner les critères, par contre, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut il faut fixer des critères qui permettent de conserver la démocratie et de préserver que la démocratie fonctionne bien. Et du coup, pour éviter justement que se crée du lobbying très fort qui est déjà existant dans l'agroalimentaire et qui pose quand même beaucoup de problèmes démocratiques, pour nous, ce qui est important, c'est d'exclure du conventionnement toutes les entreprises qui font du profit privé, donc qui font du profit en dehors de les coûts de revient et puis le paiement des personnes qui travaillent. Donc c'est un gros, on est conscient que c'est un gros point, mais pour nous il est assez indispensable pour pouvoir préserver un système démocratique. Et puis après, il y a autre chose qui nous paraît hyper important, c'est le respect de la diversité des régimes alimentaires. Il faut que tout le monde puisse se nourrir entièrement grâce à la sécurité sociale de l'alimentation. On pense à des sujets qui font polémique comme le halal ou des choses comme ça. On pense aussi à beaucoup d'injonctions qu'on peut avoir dans le milieu écolo à cuisiner plus. Si on met en place ça demain, moi je ne me vois pas dire à quelqu'un qui a 3 petits boulots à l'autre bout de l'Île-de-France tous les jours et qui rentre hyper tard avec 4 gosses, de lui dire cuisine et prends le temps de cuisiner. Donc on n'est pas là pour supprimer non plus les plats cuisinés et supprimer des modes d'alimentation. Voilà. Vous m'avez compris. Donc ça, je l'ai dit, c'est bien. Donc nous, par contre, sur la question des plats cuisinés, on pense aussi à des formes de restauration collective, éventuellement ouvertes à tout le monde le soir, penser d'autres modes d'organisation de l'alimentation. Et ça arrive assez souvent dans les milieux écolos qu'il y ait quelqu'un qui nous dise mais si vous donnez 150 € aux pauvres, ils vont manger 150 € de fraises tagada ou 150 € de soda, et voilà. Alors c'est toujours les pauvres qui font n'importe quoi, hein, ça, on a l'habitude d'entendre ce genre de choses. Et puis si on n'impose pas des critères environnementaux tout de suite, c'est parce qu'on fait le pari que si les gens se retrouvent autour de la table et que c'est eux qui décident, il y a moyen qu'ils fassent
un peu moins de la merde que ce qui est fait aujourd'hui quand c'est les profits privés qui parlent. Et puis on se dit que si jamais notre pari ne fonctionne pas, au moins on aura décidé collectivement d'aller dans le mur et ce ne sera pas des personnes qui auront décidé pour nous. Voilà, hein. Sur le financement, un gros point, alors 150 € par mois par habitant, ça fait 120 milliards. C'est la moitié du budget de la Sécu Santé, donc c'est pas grand chose, ça se fait. On a plutôt plusieurs pistes pour financer, qui ont leurs imperfections et leurs avantages. Nous, celle dont on parle le plus, c'est la cotisation sur le salaire. Elle a des avantages, je ne sais même pas si c'est un désavantage, mais de dire que effectivement les hauts salaires, pour eux, ce sera une cotisation, ils cotiseront plus que ce qu'ils recevront. Voilà, ça c'est effectivement en fonction des salaires, il y en a qui y gagnent et d'autres qui y perdent, mais bon, c'est un système global, quoi. Mais ça nous permet, nous, ce qu'on voulait, c'était un système autonome par rapport au capital, de se dire que on pense à un système qui est possible à mettre en place demain, mais qui est capable de fonctionner plus tard quand on aura gagné la révolution. Donc si on se met à taxer le capital et qu'à la fin on a fini par l'éradiquer, notre système ne fonctionne plus, c'est dommage. Après, moi j'avais entendu Attac qui disait qu'il y avait eu plein de calculs sur le fait qu'il y avait des centaines de milliards d'euros à trouver du côté de l'évasion fiscale. On a besoin que de 120 milliards, ça va. On travaille aussi sur des questions de redirection de subventions. Voilà, il y a plutôt pas mal de pistes et je pense qu'on peut les trouver. Des 120 milliards, on peut les trouver plus ou moins facilement. Pourquoi on fait un système un système comme ça plutôt que de donner 150 € en plus aux gens comme une aide? Pourquoi on flèche sur l'alimentation? Parce qu'on fait le constat que, par exemple, l'aide pour le logement, quand vous augmentez les aides pour le logement, vous avez de l'autre côté, au fur et à mesure, les loyers qui augmentent. Et du coup, le fait de sanctuariser ce budget, c'est un budget que le capital ne peut pas se réapproprier. Donc c'est pas du tout un truc pour dire aux gens vous êtes obligés de manger 150 €, de mettre 150 € dans votre alimentation. C'est une manière de leur dire ces sous-là, ils pourront pas se le réapproprier, ils pourront pas augmenter les prix en face. Ça permet de penser aussi, ça permet à la fois de penser l'accès à l'alimentation choisie, mais ça permet aussi de penser une transition agricole en offrant un marché rémunérateur pour les producteurs, pour les professionnels conventionnés et dont on a choisi collectivement qu'ils soient conventionnés. Et ça permet d'offrir un accès à tout le monde, donc à une alimentation choisie, en sortant de l'idée libérale que le consommateur fait son choix individuellement et du coup il vote avec son porte-monnaie. Là on fait le choix collectivement de ce qu'on va mettre dans les rayons, ce qui est quand même vachement plus ambitieux. Voilà, donc on travaille en ce moment beaucoup sur plein de questions qui sont encore en suspens, mais pour nous c'est pas forcément à nous de les trancher, donc on travaille aussi avec d'autres collectifs, mais on essaye de trouver des pistes sans forcément trancher. Les grands principes je vous les ai donnés. Après il y a des questions, comment on organise concrètement la démocratie, comment on pense la transition, comment on pense une éducation populaire pour se former collectivement à ce qu'on a besoin pour pouvoir prendre des décisions tous ensemble. Voilà, sur le financement aussi on continue à travailler. Et donc je disais, on travaille avec d'autres collectifs, c'est un projet qu'on n'a pas du tout pensé tout seul, il est venu un petit peu à la rencontre de différentes réflexions, notamment dans les réseaux paysans, que ce soit le réseau des CIVAM ou Confédération Paysanne, c'est des gens avec qui on discute et où on trouve des gens intéressés. Pour l'instant ils ne se sont pas positionnés, mais en tout cas on les rencontre régulièrement. Il y a une association comme Réseau Salariat, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille sur salaire à vie, organisation sociale du travail et statut politique du producteur, que ça intéresse aussi pas mal et qui a un groupe qui réfléchit à ça. Et puis on travaille aussi avec des chercheurs sur le droit à l'alimentation, enfin de la recherche, on a pas mal de contacts de ce côté-là. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue, on a écrit un truc pour lancer quelque chose. On ne pensait pas que ça aurait autant d'écho aussi vite. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait écho et ça parle, mais maintenant c'est un travail qui doit être collectif et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'organiser.
Et voilà, en France, on est attaché à notre système de sécurité sociale santé, et on est attaché à notre alimentation, donc on se dit que ça peut marcher. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de le faire court. Donc on s'est penché sur la question de la restauration scolaire dans les écoles primaires, à Montreuil, ce qui concerne entre 5 et 7 000 repas par jour, donc à peu près 2 millions de repas par an. Et depuis une vingtaine d'années, ce sont des groupes privés qui gèrent cette question. Alors, il y en a 2-3 gros groupes en Ile-de-France qui produisent la nourriture, je ne vais pas dire qui cuisinent, qui produisent la nourriture pour les enfants. Actuellement, c'est la Sodexo, c'est la Sogeres qui est un sous-groupe de la Sodexo, qui produit un mastodonte mondial et qui produit, je pense que le terme scientifique, ça va être qu'ils produisent de la merde pour les enfants, parce que c'est vraiment... c'est des bouillies, il y a des parents sont allés prendre des photos des repas, et quand les photos sont en noir et blanc, il est impossible de savoir ce qu'il y a dans l'assiette. C'est une purée, et puis suivant la couleur, on devine que c'est une purée tel ou tel légume. C'est donc de la mauvaise nourriture, la nourriture énormément traitée. Donc sur cette base, d'abord au sein de l'FCPE, on a eu une première tentative de travail sur le sujet, d'information, d'essayer de récupérer aussi comment étaient produits, d'où venaient ces produits, etc., en interpellant la mairie, avec peu de succès, très concrètement. Et puis, il y a à peu près 1 an et demi, on s'est dit d'une façon plus pragmatique, on allait se caler sur le calendrier électoral, qu'on avait la fin du contrat avec la Sogeres, qui coïncidait avec la fin du mandat de la municipalité actuelle, et donc, qu'il y avait peut-être moyen à ce moment-là de mobiliser sur le sujet. Et peut-être que le fait que justement on avait un objectif réaliste a fait que le collectif avec lequel on ramait depuis quelques mois s'est énormément développé. On s'est retrouvé à peu près avec 300 parents participants. Et avec une plateforme sur laquelle on a travaillé assez rapidement, évidemment avec un premier élément d'aller vers le maximum de bio, pas forcément 100%, parce qu'il y a des produits qui sont à peu près impossibles d'avoir en bio, à part exploser les coûts. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi il faut du bio. Autrement, vous n'avez qu'à nourrir vos enfants directement avec de l'engrais, et vous verrez le résultat. Mais en dehors de la question du bio, très rapidement, c'est devenu une évidence que c'est absolument pas suffisant de parler du bio, qu'il faut parler de circuit court, c'est-à-dire le terme de circuit court est un peu un faux ami. Un circuit court, c'est qu'entre le producteur et l'assiette, on limite au maximum le nombre d'intermédiaires. Aujourd'hui, les 3 grands groupes qui se partagent les marchés en Ile-de-France, en fait, achètent à Bonduelle des produits qui reconditionnent. Bonduelle rachète à des groupes régionaux qui eux-mêmes achètent à des producteurs. Donc on a une multitude d'intermédiaires, et à chaque intermédiaire, il y a des reconditionnements, il y a des produits surgelés, recuisinés, etc., et une détérioration des produits, voire aussi un problème de pré-contrôle sur la qualité de ces produits. Donc la question du circuit court, c'est une question de localisme, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir des haricots verts bio qui viennent du Kenya en hiver, ce qui pose évidemment des problèmes environnementaux et pour l'avenir, pour la santé de nos enfants aussi à très court terme. En dehors des questions de proximité, donc une question de saisonnalité qui va avec, et les gens qui participent ici à des AMAP savent ce que ça veut dire à la fin de l'hiver, quand on a mangé des choux, les pommes de terre pendant 3 mois. Il y avait un véritable enjeu, j'exagère. Et donc, à partir de ces questions-là, ça a ouvert le champ à d'autres questions, c'est-à-dire tout ça a un coût, comment on gère ce coût. Alors, il y a des gens qui parlent de gratuité de la cantine. Pour moi, le concept même de gratuité est une aberration. C'est pas gratuit, la question c'est qui prend en charge ce coût. Est-ce que c'est la collectivité ou des gens traités comme des clients qui consomment? Et bien évidemment, pour nous, il faut que c'est une mutualisation réelle de ce coût. Et donc aussi, il se pose la question des priorités de la démédiation entre un produit particulièrement exceptionnel mais qui devient hors de coût, de ce que ça peut représenter comme coût pour une ville, etc. Donc tout ça mérite débat. Et puis ensuite, il y a d'autres questions comme les gens qui travaillent dans ces cantines, qui sont un personnel maltraité et sous-payé aujourd'hui. Comment faire pour qu'ils le fassent dans des conditions correctes, non seulement pour que nos enfants soient bien nourris, mais aussi parce qu'on ne peut pas avoir un projet
d'amélioration de la vie de nos enfants sur le dos d'autres gens. C'est pas possible. L'avantage d'être à Montreuil, c'est qu'on a des gens, par exemple, de la Confédération paysanne qui sont à côté, et donc qui mettent leurs enfants dans les écoles de Montreuil, et donc qui, quand il s'agit de parler des groupements d'agriculture biologique en Ile-de-France, ça sont très compétents, aussi quand il s'agit de parler des homologations. Quand ensuite on travaille avec... Il y a aussi pas mal de gens qui travaillent dans les cantines à Montreuil, qui ont aussi des enfants qui sont à Montreuil, donc ils peuvent aussi nous parler très concrètement de leur travail. Et en fait, on a une multitude de gens qui nous amènent tous des expertises différentes. Et c'est comme ça qu'on a été largement, largement conscientisés aux enjeux autour des récipients utilisés. Aujourd'hui, c'est le tout plastique. D'ailleurs, la SOGERES fait de la promo là-dessus en disant fièrement qu'ils ont rompu avec les habitudes du carton pour passer à des emballages plastiques. Donc ce sont des produits ils réalisent dans une usine à Aulnay 47 000 repas par jour qui sont conditionnés dans des barquettes en plastique et réchauffés ensuite dans des barquettes en plastique. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire au niveau santé, c'est absolument une catastrophe. Sur l'ensemble de ces projets, donc on a interpellé la ville, au début avec une vraie hostilité, on a eu droit à toutes les tartes à la crème habituelles, à savoir le bio, c'est des problématiques de bobo, les questions de végétarisme, parce qu'évidemment on posait la question à la fois de diminuer le volume de viande, puisque aujourd'hui c'est à peu près, à part 2 repas par mois, le reste c'est uniquement carné. Donc, il faut pour la santé, pour l'environnement baisser le nombre de viande, mais aussi, ça aussi on nous répondait que c'était des problématiques de bobo, puis qu'on disait qu'il fallait aussi une alternative végétarienne pour à la fois les personnes qui font le choix de ne pas manger de viande, ou aussi pour régler des problèmes de religieux sur la façon dont la viande est produite. C'était une façon de régler le problème pour les gens qui le souhaitaient. Là, du coup, on devenait plutôt communautariste plutôt que bobo. Avec le nombre de participants, avec des réunions publiques de plus en plus larges, avec le fait qu'on ait commencé à communiquer vers l'extérieur, et puis je pense aussi avec un contexte politique général qui a réellement évolué sur les questions d'empoisonnement, de la question de la production, de l'agriculture, etc. Il y a eu réellement une avancée auprès de nos interlocuteurs. Je dirais même qu'ils se sont formés au fur et à mesure, et on voyait après chaque séance de formation que leur discours évoluait en positif. Et nous avons une discussion avec la mairie où pour nous il paraissait évident. C'était qui les interlocuteurs à la mairie? Ce sont alors c'est le directeur de cabinet du maire, pardon ? Du BESAC. Oui, et des responsables des services restauration de l'enfance, et donc plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet. Et du coup, je perds le fil de ce que j'étais en train de raconter. Donc, il est arrivé assez rapidement pour nous comme conclusion qu'on ne pouvait pas trouver un groupe privé qui pouvait converger sur nos finalités. C'est-à-dire que concrètement, n'importe quel groupe privé a comme première finalité de faire des bénéfices, ce qui est logique, et que donc c'est une contrainte, un obstacle à un type de projet que nous avions. Nous avons revendiqué très vite un retour en régie directe de la cantine. Depuis la fin du printemps, nous avons rencontré à la fin du printemps le maire de Montreuil qui nous a dit qu'il nous aimait beaucoup, c'était formidable, qu'il y avait un terrible malentendu, et que bien sûr, c'est ce qu'il allait faire. Donc nous sommes engagés dans une négociation avec lui sur à la fois une amélioration de ce qui sera dans les assiettes dès le 1er janvier prochain, mais surtout sur une transition vers une cantine en régie directe qui serait reconstruite à Montreuil. Donc on est dans ce moment un peu compliqué qui consiste à travailler avec des équipes techniques où se pose en permanence la question des appels d'offres et donc de l'appel où on s'adresse à du privé, et donc on s'adresse à du privé pour qu'il n'y ait pas de distorsion de marché au secret. C'est tout à fait troublant comment quand on parle du privé immédiatement, tout devient compliqué et il y a énormément de choses cachées. Mais donc on a ce travail qui est assez long, qui est un travail aussi avec ce rythme qui n'est pas un rythme habituel, militant pour des gens qui par ailleurs ont leur vie, ont leur activité, etc. De à la fois un temps lent et puis vraiment des précipitations où il faut être dans le calendrier pour les appels d'offres, pour les délais légaux, etc.
Et ce problème, c'est qu'on est parti pour à peu près 3 ans dans ces réunions. Pour l'instant, on va dire qu'elles sont plutôt positives. On a obtenu des vraies avancées, par exemple sur la fin du plastique, sur le remplacement des couverts en plastique qui existaient dans plusieurs écoles, etc. Il y a des trucs qui sont plus compliqués quand on parle des conditions de travail du personnel de la ville, mais l'hypothèse donc d'une régie directe est quand même actée. Je pourrais vous dire après si ça s'est bien passé au fur et à mesure. On est parti du principe d'une certaine... Donc on jouait le jeu, on était honnête avec la ville, mais on ne cachait pas ce qui se passait, et que surtout, si rien ne se passait, on n'avait pas un engagement à soutenir la ville, quoi qu'il arrive. D'une façon ou d'une autre, il faut que lors du dernier conseil municipal de l'année, soit acté en conseil municipal le choix de cette sortie et du retour en régie directe et du sortie du modèle actuel, parce qu'autrement on sera trop près des municipales pour avoir ce type de décision prise politiquement. On parle de très gros budgets, hein, sur une dizaine d'années, ils estiment qu'on est autour de 60 millions, puisqu'il s'agit quand même de millions et millions de repas et de la construction d'une école, d'une cantine d'une cuisine centrale ou de cuisine parsemée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça a ouvert une multitude de sujets et de trucs assez compliqués. Ce qui me paraît assez intéressant, c'est que des gens qui venaient parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'il y avait dans l'assiette de leurs parents finissent dans les réunions, dans ces médiations, dans les discussions qu'on a entre nous qui sont réellement transparentes, par se poser réellement les questions politiques qui vont derrière, quel est le sens de ce qu'on mange, de comment on mange, comment on le partage, comment ça doit rester équitable sur l'ensemble du territoire pour tout le monde, etc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, du coup, je suis venu en tant que membre fondateur de la boulangerie coopérative qui s'appelle La Conquête du Pain, qui se trouve pas très loin d'ici, à 200 mètres par là-bas. Donc voilà, qui est une boulangerie autogérée qui existe depuis 2010, que moi j'ai quitté en 2017, mais qui existe encore, hein, et qui fonctionne toujours pareillement, avec une équipe qui se renouvelle sans cesse, et dont je suis toujours coopérateur, mais plus salarié. Je ne vais pas vous faire l'historique de la Conquête du Pain, parce que la plupart d'entre vous ici, de toute façon, vous la connaissez. C'est quelque chose aujourd'hui qui a montré relativement implanté, mais plutôt pour moi des problématiques et des enjeux qui, de par le projet qu'on a mené, se lient au sujet des basses retraites, c'est-à-dire la question de la justice alimentaire. Pour moi, en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, je suis assez sceptique, en fait, sur les capacités des pouvoirs publics ou du fait de participer au jeu du pouvoir public à une échelle plus que locale en réalité. C'est-à-dire que localement, effectivement, une pression sur un maire directement pour obtenir par exemple des cantines bio, ça peut être très efficace. Derrière, participer à une élection ou voter, emmener des partis de gauche qui vont prendre le pouvoir. Historiquement en France, quand les partis de gauche ont pris le pouvoir, ils l'ont fait sur un programme qui était très beau, et puis une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont travaillé leur programme. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Grèce, et c'est vrai même dans pas mal de pays d'Amérique latine, où finalement à la fin, ils ne l'ont pas vraiment fait. Parce que, de mon point de vue, la démocratie parlementaire telle qu'elle est aujourd'hui construite dans la plupart des États, en tout cas en Europe, elle est liée de toute façon à un système économique qui s'est créé en main, d'où en fait la démocratie parlementaire et la prise de pouvoir. Donc moi je ne crois pas que ce projet-là peut fonctionner à une échelle plus que locale. Donc nous on avait fait le choix de construire une alternative économique et d'avoir surtout quelque chose qui soit économiquement indépendant. Donc d'abord, on a fait le choix de ne pas avoir de subvention, aucune, de manière à ne pas avoir de dépendance vis-à-vis d'un éventuel changement de gouvernement ou d'éventuels revirements de moments électoraux. Il y a eu beaucoup d'associations qui ont eu ces problèmes-là et qui en sont mortes. Donc nous on a fait ce choix-là. Ça c'est la première chose. Le deuxième problème qu'on a rencontré sur la question de la production alimentaire, et ça c'est quelque chose que nous on n'avait pas vu, c'est que la plupart des milieux de gens qui se posent ces questions-là, à l'exception du milieu agricole où il y a une vraie implantation, dans les milieux de transformation par exemple, les gens qui ont le savoir-faire technique, parce que être boulanger ou être cuisinier, ça nécessite une technicité, c'est un métier. Et un métier, ça veut dire, ça s'apprend. On peut cuisiner chez soi, comme on peut bricoler chez soi, mais être bricoleur chez soi, c'est pas être mécanicien. Et être cuisinier chez soi, même bien faire la cuisine chez soi, c'est pas être cuisinier.
Et la même chose, on peut faire du pain chez soi, mais ça ne fait pas de vous un boulanger. Et parce que c'est un discours que moi je dis parce que c'est un discours que j'ai énormément entendu, et pour moi ça correspond aussi à quelque chose qui, s'apparente à une absurdité, parce que c'est pas parce que moi j'ai lu des livres de sociologie que je suis sociologue, ou que j'ai lu Kropotkin que je suis anthropologue. Ça correspond aussi à un certain mépris de classe, c'est-à-dire que quand on est anthropologue, finalement on peut être boulanger, parce que quand même, basiquement c'est un CAP, et c'est quelque chose qu'on a vu aujourd'hui fleurir dans pas mal de boulangeries alternatives, dites qui aujourd'hui existent, hein. Il y a eu des rencontres à la Parole Errante, où il y a d'autres boulangeries qui existent à Paris, qui parfois ont pignon sur rue, où en fait la capacité technique de ces boulangeries, elle est assez limitée. Et donc cette question-là, pour nous, elle nous pose une vraie question, parce que pour produire du pain de manière, parce que pour moi, dans mon domaine, c'est le pain, mais de manière réelle et de qualité, de bonne qualité, il faut des gens qui aient une technicité importante, parce que la maîtrise des fermentations, c'est quelque chose en fait d'extrêmement compliqué, et qui aient aussi une envie d'aller de réfléchir à un modèle alternatif d'économie, de fonctionnement. Or, dans les cultures de métiers d'artisans ou ouvrières de l'alimentaire, de la transformation, qui sont des métiers artisanaux, c'est-à-dire la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, la culture, elle est extrêmement à droite. Parce que ce sont des métiers qui sont hérités de métiers militaires de la période classique. Donc les boulangeries à l'époque royale, c'est militaire. Les cuisines, c'est militaire. Bon, on est tous... Moi, de la formation que j'ai le titre de brigadier. C'est-à-dire, je m'engage dans l'armée, je suis brigadier. Vous pouvez m'appeler comme ça, si vous voulez. Donc, non, mais je dis ça, mais c'est quelque chose qui est important, parce que du coup, comment est-ce qu'on va chercher des techniciens dans l'industrie de la transformation alimentaire, alors que la culture de métier, elle est aux antipodes de ce que nous, on demande. Et c'est quelque chose, c'est un problème que nous n'avons pas résolu à la conquête du pain à résoudre. Et ça correspond à une réalité. Je veux dire, je vous donne un exemple amusant, mais moi, la première fois que je suis rentré en lycée pro, j'avais 15 ans, j'arrive en lycée pro, c'était en cuisine. Le mec rentre dans la salle, il était beau gosse avec sa veste blanche en tablier, je me dis, franchement, et moi, mon nom, c'est Chef Perrault, mon nom, c'est Monsieur Perrault, mon prénom, c'est Chef, tu peux m'appeler par mon prénom. C'est première phrase. Et ça marque un peu le style. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, fait une question. Donc ça, c'est la deuxième question, cette question de comment réussir à amener des gens des métiers de la transformation à se poser, du coup, ces questions-là, et à créer des structures qui aient, des vraies capacités techniques. Parce que moi, faire du pain avec de la farine bio, c'est bien, mais si le pain il est mal fait, et que derrière il est dur, pas levé, ou alors qu'on me le vend qu'il a 3 jours, ou alors qu'il est mal fermenté, qu'un coup il est acide, qu'un coup il n'a pas de goût, franchement, moi j'en achète pas. Je préfère aller chez un boulanger conventionnel qui maîtrise un peu mieux sa technique. Donc ça veut dire, c'est question de la formation des professionnels, et ça c'est la deuxième question qui pour nous a été importante, qui dans cette organisation de la justice sociale alimentaire, pour moi, compte. Et la troisième question, c'était la question derrière du lien entre ces structures alternatives qui peuvent exister avec les luttes sociales et les conditions sociales matérielles qui sont liées aux conditions, à la façon dont on se nourrit, mais aussi à tout le reste. Or, moi, par exemple, dans le milieu coopérativiste, se pose beaucoup la question de dire on va par exemple travailler gratuitement. Moi, je ne suis pas contre aller travailler dans un projet associatif gratuitement, mais c'est un trou dans le droit du travail. Et il n'en a pas besoin. Nous, on s'est posé cette question-là quand on l'a fait à la conquête du pain, de dire ah mais on peut travailler plus, puisque c'est notre structure, peut-être, mais quand nous on fait ça, c'est honnête, mais quand nous on fait ça, et qu'on le dit derrière, eh ben, on trouve un peu le droit du travail. Et quand il y a un mouvement qui fait ça, si c'est pas connecté avec un vrai discours de question de défense des travailleuses et des travailleurs de tous les milieux, ben, ça trouve un peu la protection sociale, et dans un truc qui finalement, le capital va beaucoup apprécié, lui il est d'accord, vous travaillez gratuitement pour un projet, mais c'est génial. Viens, on va discuter à l'université du MEDEF. J'aurais dû y aller d'ailleurs 10 jours. Je vais y aller demain. Donc c'est cette question-là aussi de connexion avec les luttes sociales que nous on a essayé de mettre en place à la conquête du pain à toute petite échelle, parce que ça reste une boulangerie qui a eu au maximum 11 salariés, donc c'est pas non plus... on est très loin des effectifs de la Sodexo ou de Sogeres, enfin de la Sodex... Et des capacités qu'ils ont. Mais on a quand même toujours eu un budget qui était là pour éventuellement défendre les luttes sociales, appuyer les luttes sociales, appuyer les revendications sociales et poser nos questions de conditions de travail et autres. Et ce qui amène le dernier point derrière, et que je voudrais aborder avec vous sur ces questions-là, c'est que c'est le point des coûts de production. Si on veut, et on le voit aujourd'hui dans les magasins
bio ou autre, si on veut avoir des salariés formés, qui décident ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont collectifs, parce que ce temps de décision collective, c'est un temps, qui ont des bonnes matières premières, donc qui coûtent plus cher, parce que les matières premières, par exemple la farine bio, c'est moins rentable, parce que les productions sont moins importantes, le fait de ne pas traiter les blés, ça fait, ou de moins sélectionner les variétés qui sont beaucoup plus résistantes, mais qui ont besoin de beaucoup de traitement, ça fait qu'il y a plus de portions à l'inverse, il y a plus de problèmes, les farines sont plus sensibles, ben ça fait que toutes les matières premières sont plus chères, que du coup les farines sont plus chères, les salariés, eh ben, il faut les payer, il faut qu'ils soient payés décemment. D'ailleurs, ça fait que le produit à la fin il coûte beaucoup plus cher. Là où le projet de sécurité sociale alimentaire est intéressant, c'est que ça permet d'apporter une réponse à ça. Mais concrètement, nous, la Conquête du pain a fait le choix d'être sur les prix de boulangerie classiques au détriment des salaires de ses employés. C'est un choix qu'on a fait collectivement, mais moi, par rapport au travail que je faisais, à la compétence que j'avais, je pouvais être payé beaucoup plus en étant ailleurs. D'ailleurs, à un moment, moi, je suis parti pour une raison très simple. Pour moi, un projet autogéré, les fondateurs doivent partir à un moment, sinon ça devient leur chose. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important au moment de dire, ok, il faut partir. Alors ça s'est pas fait sans heurts, ça s'est pas fait simplement, parce que quitter un projet comme ça au bout de 7 ans, c'est très compliqué, mais ça s'est fait quand même. Mais aujourd'hui, moi, je suis démonstrateur et formateur pour différentes structures. Je gagne, en travaillant à peu près 10 fois moins, 10 fois plus. C'est un peu exagéré, mais je gagne le double et je vous assure, je travaille si je travaille 7 jours par mois, c'est fini, le reste du temps, et je suis dans l'atelier, je m'entraîne, je fais des tests, mais perdre. Donc ça pose une vraie question aussi vis-à-vis des conditions de travail, c'est que, et dans ce système-là, où finalement le travail est très divisé entre ceux qui décident et ceux qui exécutent, le fait que des exécutants dans les milieux de transformation alimentaire, qui sont des milieux ouvriers, eh ben, prennent les décisions, ces temps-là ne sont pas prévus sur le temps de travail, ce sont des temps qui sont en général du coup considérés comme gratuits dans les coopératives. Or, ce sont des temps qui, dans le monde capitaliste, ne sont pas gratuits. En tout cas, les patrons, je pense qu'ils se payent. Peut-être qu'ils sont philanthropes, mais c'était pas mon impression. Et du coup, voilà la dernière question, interrogation sur ce sujet que nous a posé notre travail à la Conquête du pain collectivement.